Alors, bonjour tout le monde. Évidemment, bien content de vous retrouver. Début des activités qui ont été légèrement retardées. Début d'une année qui sera différente sur le plan politique parce que nous sommes bel et bien dans une année électorale et ça a beaucoup de conséquences. Donc, de notre point de vue, on voit bien là, que le gouvernement de la CAQ va consacrer ses prochains mois à tenter de rattraper des gaffes qu'elle a elle-même commises, rattraper des engagements qu'elle n'a pas, des promesses non tenues qu'on va tenter de tenir à la dernière minute avec des nouvelles personnes qui n'ont que quelques mois pour se familiariser avec leur nouveau dossier. Devant ce constat-là, évidemment que nous, notre réaction, d'abord et avant tout, c'est de se poser la question, comment est-ce qu'on peut bâtir la meilleure équipe, avoir la meilleure offre politique en termes de qualité des gens et des propositions pour 2026. Et c'est ça qui change cette année dans ce que vous allez voir en politique. Notre but, c'est d'être réellement à la hauteur des aspirations des Québécoises et des Québécois. Et ces aspirations-là, elles sont plus que déçues en ce moment. On est conscient de la pente qu'on a collectivement comme classe politique, mais on est conscient également du potentiel qu'on a d'aller chercher du talent parce qu'on porte une cause, on porte un idéal, et c'est là-dessus que vous allez nous voir travailler le plus. Évidemment, vous allez me poser la question, oui, mais quels sont les thèmes, là? On va devoir quand même être à l'Assemblée nationale, faire notre travail. Les thèmes ne changent pas vraiment. Les deux plus importants étant la défense du Québec, tant vis-à-vis le fédéral que vis-à-vis l'affairisme qui est typique de la CAQ. Puis également, bien, le sujet qui s'impose, évidemment, c'est gérer l'argent des Québécois avec rigueur, mettre fin au gaspillage éhonté dans toutes les directions. Donc, le message qu'on a pour la prochaine année, c'est l'État québécois va devoir recentrer ses activités. Recentrer sur ce qu'il y a de fondamental. Soigner notre monde, s'occuper de nos tout-petits, s'occuper des aînés. Mais on voit bien qu'en termes de contrôle bureaucratique, de mission complètement périphérique de l'État, l'argent coule à flot pendant qu'on ne soigne pas notre monde correctement, puis qu'on ne s'occupe pas de nos aînés correctement. C'est là que ça ne marche pas. Et ça se traduit de toutes sortes de manières. Ce n'est pas normal qu'on mette 8 milliards par année dans des subventions à des entreprises inefficaces qui multiplient les échecs. Ce n'est pas normal que les structures bureaucratiques explosent, qu'on augmente de près de 50 % le nombre de cadres à travers des Santé Québec, des Infra-Québec. Ce n'est pas le rôle de l'État de faire 57 % de ses nouvelles embauches en personnel de bureau et en personnel administratif, pendant que la proportion de gens qui offrent vraiment des services à la population n'augmente pas du tout au même rythme. Donc, je vous parle notamment là, des enseignants, des infirmières. Clairement, on ne met pas nos priorités au bon endroit. La bureaucratie a grossi 2 fois plus vite que la taille de la population en 7 ans. Et là, j'en passe sur l'endroit où il y a le plus de gaspillage, parce que des fois, en politique québécoise, on a l'impression que Ottawa, ce n'est pas chez nous. On a raison, mais la moitié de nos impôts s'en va quand même à Ottawa. C'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de gaspillage. Ce qu'on voit au Québec, c'est rien à comparer à ce qui se passe à Ottawa. 90 milliards de notre argent est envoyé à chaque année. Posez-vous la question en échange de quel service, et vous réaliserez que c'est probablement là qu'on peut faire le plus d'économies. Donc, je profite de ce début de la saison pour faire une première annonce en direction de 2026 qui va exactement en ce sens-là. Nous allons déposer un projet de loi pour une haute fonction publique plus imputable, plus transparente et plus efficace. Donc, c'est un engagement qui vise à avoir un État qui est simplement plus responsable et transparent, à la lumière notamment de ce qu'on apprend dans sa clique, mais de ce qu'on ne sait toujours pas dans d'autres secteurs où ça a complètement dérapé. Ce que vous allez voir dans ce projet de loi-là, on va travailler au cours des prochains mois là, avant de le déposer, évidemment, mais les grands thèmes, le premier, c'est le constat que dans la quasi-totalité des cas d'incompétence et d'ingérence ou de dilapidation des fonds publics, on a des hauts fonctionnaires qui commettent des erreurs graves, mais qui n'ont aucune conséquence. Ils sont simplement replacés dans un autre poste. Personne ne leur pose de questions, il ne se passe rien. L'absence de conséquences, c'est ça le plus gros problème au Québec. Pensez à la commission Charbonneau. Pourquoi il n'y avait personne de responsable? Pourquoi il y avait une impunité totale? Pourquoi il n'y avait pas de conséquences? On veut qu'il y ait une imputabilité, puis qu'on mette fin à ce tablettage facile des gens qui ont une responsabilité. Concrètement, ça veut dire donc qu'on va
se pencher là-dessus dans le projet de loi. On va également rendre plus fréquents les exercices périodiques de reddition de comptes et d'évaluation de la fonction publique et de ses organismes. Ça veut dire notamment ne pas octroyer des bonus automatiquement à tout le monde sans évaluer réellement s'il y a du rendement ou pas, parce que c'est évident que ça a lieu. C'est inacceptable. On tentera de mettre en place un mécanisme d'audition en commission parlementaire pour un certain nombre d'organismes importants de l'État, là, donc Hydro-Québec, Investissement Québec, SAQ, SAQ. Et finalement, on va revoir aussi les critères de nomination au conseil d'administration et aux agences, parce que ce qui ressort très clairement, c'est qu'on fait des nominations comme cadeau et on se retrouve avec des gens qui n'ont absolument pas les compétences pour être là. Ça a des conséquences graves qui se comptent en centaines de millions d'argent qui a été durement gagné par les Québécoises et les Québécois. On ne ferme pas la porte à d'autres réformes. Je vous dis simplement que le Parti québécois va déposer ce projet de loi. On se donne les prochains mois pour y travailler. J'ai nommé Pascal Paradis en charge de cette mission-là parce que c'est notre nouveau porte-parole en matière d'efficacité gouvernementale et pour le Conseil du Trésor également. Et on est ouvert, donc, venant du public, à toute autre suggestion d'amélioration. Ça peut être aussi des lanceurs d'alerte qui, sur une base confidentielle, nous écrivent, mais un gouvernement du Parti québécois va réformer le problème d'imputabilité chez les hauts fonctionnaires. Et un gouvernement du Parti québécois va veiller également à ce qu'il y ait une responsabilité politique, parce qu'en ce moment, vous aurez noté dans la commission Galland, personne au gouvernement n'est au courant de quoi que ce soit. Et pourtant, les traces écrites, tous les témoignages suggèrent l'inverse. Ce n'est pas normal. Et ce n'est pas trop demandé, il me semble, qu'il y ait quelqu'un de responsable, qui ait des conséquences, de sorte que les prochaines fois, on y réfléchisse un peu plus avant de dilapider les fonds publics. Vous allez être prêt à prendre vos questions. Une sous-question par journaliste. Merci. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon, François Carabin, Le Devoir. M. Legault veut imposer un traitement choc à l'État québécois, a beaucoup parlé dans les dernières semaines d'imputabilité, justement, de ses fonctionnaires. Qu'est-ce qui est différent dans ce que vous proposez aujourd'hui? Bien, c'est un peu difficile. M. Legault a dit beaucoup de choses dans les dernières semaines. On sent la volonté de secouer une formation politique en déclin puis assez stagnante. Donc, comme pour plusieurs choses avec la CAQ, on va attendre de voir ce que concrètement il suggère. Ça ne nous empêche pas de collaborer, c'est-à-dire que si ce qui est proposé a du sens puis que notre projet de loi contribue à cette réflexion-là, je veux dire, l'important, c'est que ça avance. Mais convenons que la CAQ va tenter de solutionner un problème qu'elle a elle-même créé sur une période de 7 ans, en augmentant la taille de la fonction publique et en se fermant les yeux puis en se bouchant les oreilles. C'est de ça dont il est question. Donc, on n'en voudra pas au Parti québécois de préparer nos propres affaires pour que si jamais les gens nous choisissent dans un an, nos réformes soient déjà prêtes, notre réflexion est déjà finie, là. On comprend que vous ne voulez pas couper dans les services directs aux citoyens. En fait, on veut les bonifier en ramenant la taille de la bureaucratie à des niveaux. Services de garde. Où doit-on couper à ce moment-là? Est-ce que c'est dans l'environnement? Est-ce que c'est dans certains programmes économiques? Bien, c'est-à-dire qu'il y a deux dimensions. La première, c'est que plus on a de contrôle bureaucratique, peu importe c'est sur quel sujet, plus ça coûte cher. Et les données sont claires, c'est-à-dire que le nombre de personnes qui font du contrôle bureaucratique augmente beaucoup plus vite que le nombre de personnes qui offrent des services. Première chose. Deuxième chose, en effet, mais là, on n'a pas les moyens de l'État, ce sera un exercice qu'on s'engage à faire comme gouvernement, ce sera de dire, en effet, est-ce que c'est le rôle de l'État d'avoir des programmes sur toutes sortes de sujets, pendant qu'on n'est pas capable de s'occuper de nos aînés, de nos tout-petits, puis de soigner notre monde. Il y aura un arbitrage à faire sur le panier de programmes de l'État, tant que l'État faillit à la tâche sur l'essentiel. Parce que quand Alex Boissonneau disait souvent dans Arthabasca, le contrat social est brisé, c'est que ce qui se produit, c'est que l'essentiel n'est pas rempli, puis l'État a le nez dans plein d'autres affaires qui n'ont pas vraiment de rapport avec l'essentiel, avec ce qui compte pour la population. Donc, un gouvernement du Parti québécois va vraiment se concentrer sur les services essentiels, santé, éducation, services sociaux à des gens plus vulnérables. Et tant que ça ne sera pas amélioré, on va être beaucoup plus prudent sur des missions qui sont à Par exemple, dans son discours, après le remaniement, M. Legault a beaucoup parlé d'environnement.
a dit qu'il fallait réviser certains programmes, peut-être en couper certains. Est-ce que vous êtes dans la même logique? On n'est vraiment pas pour un relâchement des normes environnementales. Donc, un gouvernement du Parti québécois veut des normes environnementales qui fassent en sorte qu'on est dans un environnement sain. Ça, il n'y a pas de doute. Ça n'empêche pas que dans un ministère comme l'Environnement, la bureaucratie ou les étapes peuvent être dysfonctionnelles. Et ça n'a rien à voir avec les normes. Donc, sur les normes, on va être intraitable. L'environnement est important pour nous. Par contre, s'il y a des dysfonctions au niveau du fonctionnement de la bureaucratie, c'est comme dans n'importe quel autre ministère, évidemment, qu'on peut l'étudier. Bonjour à tous. Oui. Vous voyez où je veux en venir. Qu'est-ce que vous pensez, plus sérieusement, de la directive que le ministre Roberge a décidé d'imposer à travers le réseau scolaire et les ministères contre ce qu'on appelle l'écriture inclusive? Est-ce que, selon vous, ça fait partie du virage à droite de la CAQ, de leur espèce de combat contre l'idéologie woke? Bien, c'est pas tant ça. C'est de s'assurer que dans les écoles, ce qui est enseigné a fait l'objet d'une réflexion ou d'un débat et qu'on demeure une société démocratique. C'est un exemple, le concept d'écriture inclusive, qui n'a fait l'objet d'aucun débat ni aucune étude sérieuse sur la nécessité de changer la langue française. Puis on parle quand même d'une modification profonde de la langue française sans aucun débat. Donc là, il y a un gouvernement démocratiquement élu qui a parlé sur ce sujet-là. C'est la prérogative d'un gouvernement, puis on est d'accord avec cette décision-là. Vous partagez la position du ministre Roberge, en clair? Oui, moi, ce que j'ai lu sur l'écriture inclusive, c'est qu'elle n'amenait aucunement plus d'inclusion, mais elle amenait des complications, quand même, une confusion, puis des complications quand même sérieuses. Et ça s'est imposé sans qu'il y ait absolument aucune réflexion. Comme vous le savez, on est plus des partisans d'une commission parlementaire avant d'arriver à ces décisions-là. On aime davantage écouter tout le monde avant de... Il y a quelque chose dans le style caquiste, là, qui, en fonction du sondage, tout d'un coup, se met à légiférer puis consulte personne. Là. Donc, il y a toujours un risque. Mais sur le fond des choses, je vous ramène à ce que j'ai dit il y a 1 an et demi maintenant, je pense, sur ce sujet-là. Je trouve que ce sont des changements qui avaient très, très peu de légitimité. Comme vous parlez des sondages, vous avez vu dans le dernier sondage... en forme, hein? Donc, vous avez vu dans le dernier sondage léger que la souveraineté chez les femmes, l'appui est moins fort. Donc, chez les femmes que chez les hommes, on est à peu près un peu moins du tiers, à peu près là où on se situait en 95 puis par le passé. Est-ce que vous allez vous donner une stratégie particulière pour essayer de marquer des points de ce côté-là? Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez quand vous voyez cette donnée-là? On prône l'indépendance du Québec parce que ça doit être fait. Donc, c'est une question de devoir davantage que de marketing ou de stratégie. On pense qu'il n'y a pas d'avenir linguistique et culturel, puis qu'on perd beaucoup sur le plan financier si on demeure dans le Canada. On n'a jamais fait de stratégie segmentée à ce niveau-là. Rappelez-vous, il y a à peine 2-3 ans, on me posait exactement la même question, mais en me parlant des jeunes. On disait, les jeunes ne sont pas au rendez-vous pour l'indépendance. Avez-vous une stratégie pour les jeunes? Êtes-vous inquiets? On a continué notre travail sur le fond des choses, puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que les jeunes appuyaient beaucoup plus l'indépendance, mais on s'expliquait, tu sais, c'est un bond tellement soudain que des fois, il n'y a peut-être pas de lien entre une stratégie puis des changements. Donc, même chose, femmes, hommes, région, peu importe. Nous, on parle à tout le monde tout le temps. Et non, on n'a pas de stratégie spécifique là-dessus. Juste une micro-précision. Oui, dans le fond, la mesure que vous nous présentez ce matin là, pour une fonction publique plus efficace, ce serait autrement dit le projet de loi 1 d'un éventuel gouvernement du Parti québécois. Bien, je ne sais pas s'il vient en premier. Là. Je ne m'engage pas à ce qu'il soit le numéro 1, mais en effet, il va venir très rapidement parce que ce sera parmi les projets de loi déjà rédigés, déjà travaillés, pour lesquels on est fixé. Là. Donc oui, ça va arriver vite. Que ce soit le 1 ou le 4, ça, je ne peux pas vous dire. Là. Bonjour. Ah, bonjour. Négociation avec les médecins. Ouais. M. Bouchard négocie pour les spécialistes. Là, il y a les étudiants qui risquent de perdre 1 an, voire plus, parce qu'ils ne seront pas capables de graduer en raison des retards. Qui a raison dans tout ça, M. Saint-Pierre Plamondon? Qui a raison? M. Arsenault, je pense que je vais vous laisser celle-là. Mais je pense qu'il faut faire preuve de nuance. Qui a raison, qui a tort? Nous,
On déplore les moyens de pression qui sont exercés par les médecins aujourd'hui parce que ça va avoir des conséquences, évidemment, sur la formation des médecins. Donc, nécessairement, si on impose un délai dans la formation des médecins, on va payer pour, et la population du Québec et la santé de la population du Québec va écoper. C'est pour ça qu'on juge que ces moyens-là, il faut les cesser. Cela dit, les moyens de pression des médecins actuellement, si j'ai bien compris, visent à convaincre le gouvernement de ne pas légiférer, de ne pas modifier le mode de rémunération des médecins. Moi, je pense que c'est une mauvaise cause. Le gouvernement a toute la légitimité de légiférer. L'Assemblée nationale a la légitimité de légiférer. Et nous allons nous pencher sur le projet de loi 106 s'il revient. Et on va certainement trouver toutes les failles et tenter d'amender le projet de loi pour qu'il puisse être acceptable et donner des résultats en matière de santé. Mais on ne peut pas dire on va faire des moyens de pression pour empêcher le gouvernement de faire son travail et l'Assemblée nationale de faire son travail, c'est de légiférer. Donc, c'est précipité, ces moyens-là. Cela dit, le gouvernement, bien évidemment, il contribue à mettre de l'huile sur le feu en ayant un langage extrêmement belliqueux, celui de dire « venez négocier à la table, mais j'ai aussi le bâton pour vous mettre à votre place et vous forcer à vous imposer des indicateurs de performance et puis essentiellement de conclure la négociation par la loi. » Alors, ça n'a aucun bon sens. La stratégie gouvernementale, là, elle ne mène nulle part. Ils ont perdu les 4 derniers mois en disant on va peut-être avoir une prorogation, on va peut-être avoir un remaniement ministériel. Pendant ce temps-là, il ne se passait rien aux tables de négociation. Est-ce qu'on peut reprocher ça au gouvernement? Absolument. Qu'on se mette au travail puis qu'on règle. Le gouvernement préfère, je dirais, promouvoir une bataille contre les médecins plutôt qu'un règlement pour la population, puis c'est ça qu'on lui reproche à l'actuel. Yuri Chassin va tenir un point de presse tout à l'heure avec Éric Duhem. Est-ce que M. Duhem a réussi à entrer à l'Assemblée nationale? Qu'est-ce que ça peut annoncer, selon vous? Ça annonce rien de spécial, dans le sens où, dans une société où tout le monde a une liberté d'expression, M. Duhem avait déjà la liberté de dire ce qu'il veut. On l'a vu dans Arthabasca. Malheureusement, souvent, il ne s'en sert pas de manière très appropriée de sa liberté d'expression. Je lui reproche, et je l'ai fait à plusieurs reprises, son manque de rigueur et d'honnêteté intellectuelle. C'est beaucoup de fausseté, beaucoup de déclarations qui sont non seulement erronées, là, mais qui ne rehaussent pas du tout le niveau du débat au Québec. Malgré tout ce que je viens de vous dire là, demeure que toute personne a le droit de s'exprimer. Puis, M. Duhem, d'ailleurs, j'avais pris cette position-là dès l'élection 2022. Là, il a le droit d'avoir un micro à l'Assemblée nationale. Moi, je ne vois pas de problème. Tout ce que je lui demande, étant donné que c'est la maison du peuple et que c'est une institution importante, c'est de mettre un peu le frein sur les déclarations mensongères à répétition, puis de relever un peu le niveau de son discours, étant donné qu'il est dans une institution importante, la Maison du peuple des Québécois. S'il peut faire ça, ce serait apprécié. Bonjour, M. Saint-Pierre Plamondon. Je ne sais pas si vous avez lu la sortie ce matin du grand patron du groupe Dynamite, Andrew Lutfy, notamment en matière de politique d'immigration, que ça vient mettre des bâtons dans les roues, entre autres, de l'environnement d'affaires des PME, mais aussi des entreprises en bourse, vraisemblablement. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa sortie de ses propos? Écoutez, dans un contexte où le chômage est en pleine augmentation, je pense qu'on est autour de 7 % chez les jeunes, venir menacer de quitter la nation qui nous a permis de réussir, ça tient du caprice dans le contexte, absolument. Donc, très clairement, c'est ça que j'ai pensé de cette sortie-là. Oui, c'est ça, surtout à la lumière de ce qui se passe chez nos voisins du Sud. Donc je pense qu'on peut pas se permettre, un gouvernement ne peut pas se permettre de gouverner sous la menace. On peut pas se permettre ça en ce moment. Il y a la menace, mais il y a quand même le fond de son propos aussi, c'est-à-dire qu'il y a des politiques en matière d'immigration, on veut réduire. De certains sujets. Même chose pour la Chambre de commerce, la Fédération des chambres de commerce, l'UMQ, le Conseil du patronat, ils ont fait front commun récemment pour Ottawa aussi concernant les restrictions en immigration temporaire. Est-ce que ces orientations-là sont en train de nuire en ce moment aux PME et aux entreprises du Québec?
On peut toujours débattre, il peut toujours émettre son opinion, mais là où ça ne tient pas la route, c'est de venir menacer de quitter la nation où on a tellement bien réussi. C'est là où on est en désaccord avec cette sortie-là. Donc, sur le fond, évidemment, mais avec le contexte avec les États-Unis, notre chef vient de le dire, c'est complètement un caprice en ce moment de venir nous dire qu'on menace de quitter. Il l'a dit lui-même, son entreprise a du succès. Donc, oui, on a rencontré tellement d'entreprises avec Pascal Paradis. Ils nous font part de ces craintes-là qu'ils ont, mais de venir menacer le gouvernement de quitter, ce n'est pas la façon d'agir pour débattre de la question. La deuxième question est en lien avec ce que Québec solidaire a découvert hier concernant le projet de loi ou l'éventuel projet de loi pour moderniser le modèle syndical au Québec, donc la notion d'opting out qui est considérée en ce moment par le gouvernement. Est-ce que... parce que ça a déjà été réformé, notamment en Alberta, je pense en 2020, là, au niveau du modèle syndical. Est-ce que c'est une option qui est envisageable pour le Québec au niveau des cotisations syndicales? Je vous dirais qu'il y a des utilisations des cotisations syndicales que je juge aberrantes. Je vous donne l'exemple de la FAE qui, avec des cotisations syndicales, finance la contestation de la loi 21. Un geste qui est non seulement déloyal envers l'Assemblée nationale puis notre démocratie, mais qui est complètement en dehors de la mission d'un syndicat. Maintenant, une fois qu'on voit qu'il y a ces dérives-là, est-ce que c'est de jouer dans la cotisation syndicale ou plutôt de se poser la question, qu'est-ce qui arrive de la démocratie syndicale? Parce qu'en principe, les membres, s'ils voient une utilisation inacceptable de leur cotisation, ils ont toujours le droit de voter puis de changer les gens qui dirigent. Et donc, je ne suis pas sûr de la conclusion. On va l'étudier, là, mais je ne suis pas sûr que c'est en essayant de dicter comment les cotisations sont utilisées ou comment elles peuvent être prélevées, notamment en raison aussi de considérations juridiques là, assez connues, là, la formule Rand. Donc, les tribunaux vont avoir une participation là-dedans. Je m'intéresse, moi, à la démocratie syndicale. C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'il faut réfléchir ensemble avec les syndicats pour que la confiance soit élevée puis que ces sommes-là soient utilisées de manière cohérente? Donc, la question, évidemment, on va étudier là, la question, mais... On vous l'apporte à la contestation judiciaire, c'est ce que vous êtes un peu... C'est une dimension évidente, comme plusieurs autres dossiers. Là, il y a un aspect juridique. Je ne sais pas s'il a été considéré avec sérieux du côté de la CAQ, mais c'est sûr qu'il y a des questions juridiques qui tout de suite vont rebondir dans ce dossier-là. Merci. Bonjour à tous. Pour revenir sur le projet de loi, juste une précision. Là, au fond, vous voulez le déposer cette session-ci, là, le projet de loi sur l'efficacité gouvernementale? Oui, mais je ne m'y engage pas. Là, donc, il y a toutes sortes de facteurs. Mais c'est sûr que ça va être déposé bien avant le rendez-vous électoral de 2026. OK, c'est un peu ça ma question. Est-ce que vous avez déjà discuté avec d'autres partis politiques pour avoir leur collaboration, considérant que la CAQ s'en met un peu dans ces mêmes thèmes-là également? Le plus souvent, c'est en bâtissant le projet de loi qu'on voit le gouvernement piger dans ce matériel-là. Souvenez-vous, la loi 96, dont la CAQ s'est vantée et vantée, en fait, c'est que le Parti québécois prônait ça depuis 2-3 ans. À l'époque... Pardon? On avait notre propre plan. On avait notre propre plan. Donc, d'habitude, c'est pas tant qu'il y a une négociation que lorsqu'on publie, le gouvernement va piger dans ce qu'on a publié, puis ensuite tente de se l'approprier. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, que la CAQ peut-être dépose son propre projet de loi qui va dans le même sens que le vôtre? On est très ouvert à ça, dans le sens que nous, une fois qu'on pense que quelque chose doit être fait, que ce soit le gouvernement actuel ou nous, dans un an, qui le faisons, l'important, c'est que ça se fasse. Donc, les choses qu'on peut faire avancer dans la prochaine année ne seront pas nombreuses, parce que c'est un gouvernement qui est épuisé et dépassé par la situation. Mais si on peut faire avancer quelque chose dans l'intervalle, c'est du travail de moins pour le gouvernement qui va suivre. Et si c'est nous qui est choisi par les Québécois, bien, c'est à l'avantage de tout le monde, y compris du Parti québécois. J'ai été surpris quand vous avez parlé de vos thèmes. Il y a pas eu la question de l'immigration. Pourtant, on en parle encore beaucoup. J'aimerais vous entendre sur les déclarations de Mme Thuy par rapport à comment elle voit le changement de discours sur l'immigration. Bien, écoutez, le fait est, et c'est une question de fait, que le Parti québécois parle de politique publique, de capacité d'accueil avec des documents volumineux, 97 pages avec toutes les études au soutien de ce qu'on prône, parle beaucoup aussi de l'ingérence fédérale, parce que c'est du sabotage par le fédéral d'un modèle qui fonctionnait. Ce sont tous des sujets légitimes et ce sont tous des sujets qu'on a portés de manière très responsable en blâmant personne d'autre que le fédéral et l'aveuglement volontaire de la CAQ aussi.
Dans quel cas, il faut juste s'assurer d'être factuel et de ne pas... de conserver une rigueur aussi, là, parce que si on parle de capacité d'accueil, bien, le concept, c'est bel et bien la capacité d'accueil. Ce n'est pas la même chose que la volonté d'accueil. Et il faut demeurer connecté avec la réalité. Parce que des fois, si on critique, mais sur la base de ressenti, mais que ce n'est pas rattaché à la réalité, bien là, ça devient un peu difficile de trouver comment on devrait en débattre ou réfléchir intelligemment. Donc, on est ouvert, nous, aux commentaires. On est ouvert à toute réflexion sur le fait de s'assurer que ça se déroule bien comme débat. Et vous avez vu dans une vidéo récente, je fais l'argument que on tente de dire aux Québécois issus de l'immigration qu'eux, ils veulent toujours plus d'immigration, puis toujours une désorganisation plus grande, puis que les autres Québécois, eux, ne pensent pas comme ça, alors que c'est évident qu'on a tous le même intérêt à avoir un modèle durable. Donc, qui divise qui là-dedans? Posez-vous la question, là. Est-ce que c'est le Parti québécois qui dit on est tous unis là-dedans dans la recherche d'un modèle durable? Ou est-ce que c'est pas plutôt... Là, je ne parle pas de qui me tue, là, mais le discours pro-immigration vient toujours avec des accusations puis des procès d'intention, j'en ai parlé à plusieurs reprises, qui ne collent pas avec la réalité. Donc, moi, tant qu'on n'est pas dans l'étalement de vertu puis les procès d'intention puis qu'on est connecté à la réalité, on est ouvert aux commentaires, on va mener ce débat-là dans le respect puis avec intelligence, avec sens des responsabilités. S'il y a quelque chose qu'on peut améliorer, on est à l'écoute, mais il faut que ce soit ancré dans le réel et dans les faits, et pas simplement dans le ressenti, parce que ça devient très compliqué après de mener le débat. Je ne veux pas qu'on contourne le débat par peur de choquer ou de créer un inconfort, alors que ce débat-là doit absolument avoir lieu dans l'intérêt de tous les Québécois, y compris les Québécois issus de l'immigration. Merci. Bonjour. Bonjour. Concernant le problème d'imputabilité que vous nommez dans la fonction publique, dans des dossiers comme SACLIC, là, quand vous déplorez qu'il n'y ait aucune conséquence, est-ce que c'est des congédiements, au fond, que vous voulez, qui sont nécessaires, selon vous? Bien, dans n'importe quel milieu de travail, c'est ça la conséquence. C'est comme une convention inexplicable, comme quoi on peut dilapider des centaines de millions de dollars, puis il n'y aura jamais de conséquences. Mais s'il n'y a pas de conséquences, puis il n'y a pas d'imputabilité, est-ce qu'on peut surprendre que le problème revient de manière récurrente tout le temps? Il est là le problème. Et il est là le problème sur le plan politique aussi. Parce que ce soit la commission Gomery puis la commission Charbonneau, puis vous vous souviendrez que j'étais un peu sur mes gardes par rapport à la commission Galland, je le suis toujours. On épargne toujours la responsabilité du politique. C'est jamais la faute de personne. Mais tant que ce ne sera pas la faute de personne puis qu'il n'y aura pas de conséquences nulle part, vous avez la garantie que ça va revenir comme problème. Et il est là le problème de la société québécoise. On est trop tolérant par rapport à l'inacceptable. Dilapider des centaines de millions de dollars, c'est inacceptable. Ça vient avec la responsabilité et des conséquences. Tant qu'on n'aura pas la responsabilité et les conséquences, le problème va revenir, puis notre estime de soi comme société va être atteinte parce qu'on se dit qu'on n'est pas capable. Ça va changer. Le Parti québécois va faire ce projet de loi-là et on va espérer que ça change cette culture-là. Puis, avez-vous parlé avec Mme Blanchette-Vézina dans les derniers jours, puis est-ce que vous partagez ces constats sur la représentation des régions au gouvernement? C'est ma voisine de comté. Je la connaissais pas comme ça. Elle a dit beaucoup de choses. Elle a dit qu'à peu près toutes les sorties qu'on a faites pour le Bas-Saint-Laurent, les régions, finalement, on avait raison. Un peu comme quelqu'un qui nous décrit les coulisses, elle nous dit... Quand vous demandiez ça, on savait qu'on ne pouvait pas le faire, mais on ne le disait pas. Elle le fait pour un ensemble de dossiers, l'autoroute 20, le retour du train en Gaspésie, etc. Donc, nous apprécions son honnêteté et sa candeur et on l'invite à continuer de nous raconter pourquoi ce gouvernement n'est pas celui envers lequel on devrait avoir une confiance. Ceci étant dit, quand elle nous a dit tout ça, elle indique qu'elle veut toujours se présenter pour la CAQ. Mais une fois qu'elle a dit tout ça, il n'y a plus personne qui va voter pour la CAQ dans les régions. C'était antérieur à ces déclarations. Donc, en ce qui nous concerne, dans Rimouski, je vais le dire très clairement pour pas qu'il n'y ait aucune spéculation, nous avons déjà plusieurs candidatures potentielles qui ont approché l'exécutif local, qui ont été rencontrées. Nous aurons notre propre candidature et nous sommes déterminés à remporter cette élection dans Rimouski si les citoyens nous accordent leur confiance, comme ils l'ont fait souvent dans le passé.
Donc, on n'a pas d'échange avec elle. Moi, j'en arrive comme voisine de circonscription pour certains dossiers, mais je comprends que c'est maintenant plus facile pour elle de parler avec nous qu'avec son gouvernement qui ne veut plus lui parler. Vous lui avez parlé ou pas dans les derniers jours? Ben oui. Après, je voulais en savoir plus. Vous me connaissez? C'est une dernière en français. Quelque chose à ajouter, M. Saint-Pierre Plamondon, là-dessus, non? Non. Sur l'efficacité gouvernementale, M. Legault a parlé de 2000 ETC qu'il aimerait couper. C'était 5000 à une certaine époque. Est-ce que vous avez une cible, vous, de votre côté, pour améliorer l'efficacité? Est-ce qu'il y a des chiffres qui peuvent être utilisés comme cible? Ça manquerait tellement de rigueur. C'est ça le problème avec la CAQ. Vous allez voir un médecin en 20 minutes. On va couper 5000 fonctionnaires. C'était tout de l'arbitraire, pas sérieux, comme le troisième lien. Là. Ça ne tient à rien, il n'y a pas de feuille, il n'y a pas de... Ça manquerait vraiment de rigueur de se fixer aléatoirement des cibles de jobs à couper. Ce n'est pas ça l'idée ici. C'est de réduire les contrôles bureaucratiques qui empêchent les gens de faire leur travail. Les témoignages sont en santé, en éducation, en services sociaux. Le temps passé à remplir de la paperasse gouvernementale au lieu de faire ce pour quoi on a été embauché a explosé. Donc, les coûts de contrôle ont explosé, puis pendant ce temps-là, on n'est plus capable de financer les services importants à la population. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va recentrer sur l'essentiel, et ça veut dire délaguer des couches de bureaucratie, de contrôle, qui, en passant, servaient pas mal à protéger le gouvernement. Là, il va falloir accepter qu'on fait confiance au monde, puis qu'on les laisse travailler, puis qu'on arrête de protéger le gouvernement. Évidemment, en responsabilisant puis en décentralisant, ça peut mener à une coche mal taillée à un endroit, mais il va falloir vivre avec, mais financer correctement les missions fondamentales de l'État, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Et sur votre projet de loi, est-ce qu'il y a la possibilité d'y aller, là, ça peut sembler assez radical, mais d'une liste noire pour s'assurer que ces hauts fonctionnaires-là ne se retrouvent pas justement dans un autre ministère? Mais écoutez, le projet de loi n'est pas rédigé, donc si votre proposition, c'est une blacklist de la fonction publique, on peut l'étudier. L'idée ici, c'est que voici comment fonctionne la grande majorité des milieux de travail. Vous dilapidez des centaines de millions de dollars, on vous met dehors, on vous fout à la porte pour incompétence grossière. Pour une raison qu'on ne s'explique pas, la tradition semble être de juste déplacer la personne dans un autre poste bien payé en lui disant « fais-toi-en pas, tout est beau ». Ça ne marche pas parce qu'à ce moment-là, vu qu'il n'y a pas de conséquences, quel est l'incitatif à ne plus commettre ce genre d'erreur-là? Donc, on veut juste simplement que ces postes-là, très bien rémunérés, fonctionnent comme la grande majorité des milieux de travail. On exige de la compétence, puis s'il y a de l'incompétence avec des conséquences graves, bien, il y a une conséquence. Merci. On va passer en anglais. Just for my colleague from CTV, there's a bill already that Mr. Legault wants to do to reduce the size of the state. How different your bill will be compared to what Mr. Legault wants to do? And can you tell us about the responsibility of civil servants, the part that will be about the civil servants? Well, you'll remember that François Legault wanted to cut thousands of jobs in the public service without being able to explain how, why. There was just no planning. It's just political marketing, and that's what we're afraid of. I mean, if it's a well-done bill, we'll collaborate. But the idea here is not just to cut jobs without any meaning to it. The idea is that we want a bill that pertains to the responsibility of high-level public servants who right now, when they make mistakes that will cost hundreds of millions to taxpayers, have no consequences whatsoever. They are just placed in a similar job, well-paid job, and there's just no incentive to be careful at all. And it's not normal in the same way that the nominations on boards should be more structured so that we actually get people who know what they're talking about. And so we need to learn something from the Galland Commission. And we will be working on it in advance for the possible event that the Quebecers give us a mandate in 1 year. It needs to change. All this is not normal when you compare with any other workplace, where, of course, if you're incompetent and you wasted hundreds of millions, you're going to lose your job.
And I'd like to have your take on the decision from Mr. Roberge today to put a stop on the inclusive language in French. It was never demonstrated that the inclusive language has any inclusivity as a consequence, has any purpose. It's a major change because you don't change like this the French language without any debate. It was kind of imposed, and I think the government is democratically elected, and they have the right to say this is not useful, and it creates more complications than it has benefits. So we're in agreement. Yeah. Yep. Merci beaucoup. Thank you. Merci. Merci.